La Géorgie, à l'est de l'Europe. Un petit pays connu pour ses immenses étendues de nature paradisiaque. L'une d'elles débute au bord de la mer Noire, le parc national de Kolreti en Kolchide. Pour atteindre le cœur du parc, il faut passer par le lac Paliastomi, qui offre en toile de fond les sommets enneigés du Petit Caucase. En suivant les voies navigables qui se fraient un chemin à travers les forêts pluviales, l'Amazone géorgienne, comme on l'appelle ici, se dévoile dans toute sa beauté sauvage. 5 heures du matin. Pour observer les oiseaux, il faut prendre son envol de bonne heure. Zoura Javashishvili est en route pour le parc national de Kolreti, son lieu de travail. Ici, la faune et la flore sont protégées. Et pour cause, c'est une halte très prisée des espèces d'oiseaux menacées. Des centaines de milliers d'oiseaux transitent par ici. Cette zone se trouve sur leur trajectoire vers le sud. Ils effectuent une halte dans le parc pour se reposer et faire le plein d'énergie. Ensuite, ils peuvent reprendre la route. Mais certains oiseaux ont tout leur temps. Ils passent l'hiver ici et profitent de la douceur du climat du parc national. Une chance pour Zoura, ornithologue de son état. À 18 ans, Giorgi est bien décidé à marcher sur ses traces. Aujourd'hui, il accompagne Zoura dans une mission délicate, recenser les oiseaux qui vivent ici. Encore faut-il les attraper et les baguer. Une centaine d'espèces d'oiseaux ont pris leur quartier dans la région. Zoura et Giorgi commencent par se faire une vision d'ensemble. Et pour cela, la patience est de mise. Il est très important d'être attentif et concentré. Certains oiseaux ne se distinguent qu'à de tout petits détails. En outre, il faut avoir l'ouïe fine pour observer les oiseaux sauvages, comme nous le faisons aujourd'hui. On doit pouvoir discerner le chant des différentes espèces. L'hiver passé, l'aigle pomarin est revenu s'installer dans le parc national. Il trouve de la nourriture en abondance dans les zones humides. J'ai toujours eu envie de connaître les différentes espèces d'oiseaux. Au début, je m'intéressais surtout aux oiseaux de proie. Et puis les plus petits ont aussi commencé à me fasciner. Alors, je me suis mis à les photographier. C'est comme ça que je me suis mis dans le bain. Maintenant, j'ai envie d'apprendre chaque jour quelque chose de nouveau sur les oiseaux. Aujourd'hui, pour leurs recherches, les deux scientifiques doivent aller encore plus loin, jusque dans les forêts pluviales du parc national. Ces écosystèmes existent depuis 20 millions d'années. Ils constituent encore aujourd'hui un habitat vierge pour la faune et la flore. Avec à la clé une biodiversité unique. Ces forêts pluviales très anciennes ont même survécu à la période glaciaire. L'être humain a été le premier à les menacer. Avant que la région ne devienne un parc national, le déboisement allait bon train. Les chênes sont parfaitement adaptés à la construction de maisons et de bateaux. À présent, ils ont quasiment disparu.
Alexandra et Eleni veulent rendre à la forêt ce qu'on lui a pris. Avec la jeune génération, c'est une nouvelle conscience qui grandit. Nous plantons des chênes depuis quelque temps. Voici justement un plan. On l'a fait pousser nous-mêmes. C'est notre bébé. Je suis consciente que nous sommes responsables de notre environnement. Je me suis fixée pour objectif de me battre pour éviter de lui nuire davantage. Les deux jeunes écologistes se sentent garantes de leur région natale. Nos racines sont ici. Et ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est justement une forme d'enracinement. Plus on plante d'arbres et plus on est humain. Ça nous relie à la nature. Le parc national de Colretti s'étend sur plus de 30 000 hectares, dont la moitié composée de zones humides. La forêt se densifie au fil des kilomètres. C'est ici que les ornithologues Zoura et Gheorghi veulent tendre leurs filets. Si un oiseau se prend dedans, il sera bagué. Ça nous permet d'étudier le comportement migratoire des oiseaux, de savoir quelles espèces séjournent dans quelle région, si elles passent l'hiver sur place ou si elles partent vers le sud. En les baguant, on peut suivre leur trajectoire. Une fois le filet tendu, un long travail de patience commence. À l'aide d'une application, les deux scientifiques reproduisent le chant des oiseaux pour attirer des candidats. On espère attraper une fauvette à tête noire, une fauvette épervière ou une grive. J'ai aussi entendu un pinson des arbres. Une fauvette à tête noire mâle est déjà prise au piège. L'oiseau est délicatement marqué d'un numéro qui le rendra identifiable. Les ornithologues notent sa taille et son poids. Zoura et Gheorghi veulent s'assurer que la petite bête est en pleine forme. Il mesure 25,2 mm. Les oiseaux sont des sujets de recherche. Mais il faut les aimer pour pouvoir les étudier et faire ce métier aussi longtemps. Voici Isolda Machudadze, l'inlassable défenseuse de cet écosystème. Depuis des décennies, elle étudie la sphaigne de cette région qui lui doit largement son inscription au patrimoine mondial naturel. Ici, la nature est intacte. Je trouve ça fascinant. Les tourbières sont étroitement liées aux forêts pluviales de Colchide. Si elles ont pu se former, c'est grâce aux fréquentes précipitations. Et la mousse est également très spéciale. Cette sphaigne est à la base de la tourbière du parc national. La particularité de cette plante, c'est qu'elle n'a pas de racines. Elle se compose de deux types de cellules différentes. L'un absorbe l'eau et l'autre réalise la photosynthèse.
À partir de la sphaigne morte, se forme ce qu'on appelle une tourbière haute, également dite ombrotrophe. Au moyen d'un carottier manuel, Isolda prélève plusieurs couches de terre. Un travail éprouvant. Cet échantillon renseigne Isolda sur l'état de la tourbière. Cette tourbière est unique. Elle ne se nourrit que des précipitations atmosphériques. Les végétaux sont conservés jusqu'à une profondeur de 8 mètres. La raison, c'est que les plantes qui poussent ici emmagasinent beaucoup d'eau. En outre, la quantité d'oxygène est très réduite, d'où l'absence de processus de décomposition. Les tourbières ombrotrophes ne stockent pas seulement l'eau. Elles retiennent aussi le dioxyde de carbone. Elles sont donc précieuses pour lutter contre le réchauffement climatique qui n'épargne pas le parc national. Cela fait 80 ans qu'on relève quotidiennement les températures, les précipitations et bien d'autres données dans cette région. On remarque que le climat change très vite, surtout depuis 2010. De plus en plus de maladies touchent les plantes. Par exemple, le Buxus colchica était présent jusqu'en 2010 dans le parc national. Il a désormais totalement disparu. Et Isolda arpente la tourbière sans relâche à sa recherche. En plein cœur du parc national trône une relique de l'ex-Union soviétique. Gueorgui Romeriki marche sur les traces de son passé. Cet ancien hôtel en ruine a connu son heure de gloire. Un établissement que son père et son grand-père ont dirigé. Là, il y avait l'entrée et la réception. Derrière, c'étaient les grandes salles, ainsi qu'un restaurant dans lequel on célébrait notamment les mariages. À l'étage se trouvait le bureau de mon père et de mon grand-père. Ils s'asseyaient là et ils travaillaient. Ma chambre préférée se trouvait à l'avant. J'y dormais toujours en été. J'allais pêcher tous les matins. C'est de là que vient ma passion pour la pêche à la ligne. Autrefois, des lustres étaient suspendus au plafond et on dansait sur des sols de marbre. On adorait quand il y avait de l'animation. Quand j'étais enfant, ce lieu accueillait des réunions importantes et des grandes fêtes. Forcément, ça me rend un peu nostalgique de voir tout ça. Des souvenirs si douloureux que Gueorgui n'était pas revenu depuis plus de 10 ans. La nature a déjà repris ses droits sur la bâtisse. Elle est désormais occupée par une population particulièrement démunie. Ils n'ont ni revenus, ni aide sociale. Un passé tragique est leur seul héritage. Dans les années 1990, après l'indépendance, il y a eu la pauvreté et la guerre, et nous n'avions aucun moyen de reconstruire le pays. Beaucoup de choses sont donc tombées en ruine, comme ici. Les plus beaux souvenirs d'enfance de Gueorgui prennent le même chemin. Poti, ville portuaire baignée par la mer Noire, borde le parc national. Elle est surplombée par une cathédrale étincelante. Mais à part cela, elle a connu des jours meilleurs. Au début du XXe siècle, le maire Nico Nicoladze a fait de sa ville une importante plaque tournante du commerce. Autrefois, Poti était riche et accueillait de nombreux touristes.
Aujourd'hui, ses habitants assistent impuissants à son déclin. Givi Abesatse a grandi à Poti. Poti a toujours eu beaucoup d'influence sur moi. Cette ville a beaucoup contribué à ma vision du monde et à mon amour des traditions. Givi vit désormais à Tbilissi, la capitale géorgienne. Mais il n'a pas oublié ses origines. Avec son ami Georgi, il se rend à son ancienne école de musique. Ensemble, ils y ont appris des chansons populaires géorgiennes. Givi a choisi d'en faire son métier en devenant choriste professionnel. Ici, les enfants fréquentent les cours de chant avec plaisir. Irodi Tikaradze, l'ancien professeur de Givi, est resté fidèle au poste. Bonjour Irodi. T'as l'air en forme. Bonjour les enfants. Vous avez même fait une chorégraphie. Oui, ça fait partie du folklore. On peut vous chanter autre chose. Avec plaisir. La passion du professeur de musique n'a pas pris une ride. Mais tout autour, bien des choses ont changé. Avant, à l'époque soviétique, j'avais beaucoup plus d'élèves. On avait davantage de moyens. On organisait des compétitions contre les autres écoles de Poti. Il y avait au moins 100 élèves. Mais la situation a changé. Et de moins en moins d'enfants viennent chez nous. Malgré ça, Irodi compte bien continuer. J'ai plus de 80 ans, et pour moi, ce n'est plus aussi facile de travailler avec des enfants. Mais j'aime tellement ça que je ne peux pas m'arrêter. À côté, il y a une salle où on organisait des concerts. Irodi était tellement investi. C'était génial de jouer ici avec lui. Je suis très heureux d'être là, même si ça me rend toujours un peu nostalgique de penser au passé. Non loin de l'école de musique, au centre-ville de Poti. C'est là que vit Lasha, le plus vieil ami de Givi. Entrez, c'est ouvert. Le petit groupe d'amis s'est donné rendez-vous pour chanter. Ils répètent en vue d'un prochain concert à l'église. Des retrouvailles, cela se fête. Dans la culture géorgienne, tous les prétextes sont bons pour trinquer. On porte des toasts à la famille, aux amis, aux défunts, à la future génération et à la musique, bien entendu. On veut transmettre notre tradition, mais naturellement. On devrait se retrouver plus souvent pour que nos enfants entendent notre musique et qu'ils nous voient davantage rire. Parce que dans le quotidien, les occasions ne sont pas si nombreuses. Je trinque à tout ça.
La musique fait partie intégrante de la culture géorgienne. Les chants traditionnels constituent un pan important de l'identité nationale, aujourd'hui encore. On en a déjà perdu beaucoup. Avant, on passait nos soirées avec nos grands-parents. On chantait tous ensemble et les enfants écoutaient. Ils apprenaient ainsi les chants traditionnels et ils les transmettaient à leur tour à la génération suivante. Et dans chaque famille, il y avait un luth dont quelqu'un savait jouer. Autre particularité de la musique géorgienne, les polyphonies, dans lesquelles les dissonances se superposent pour créer des harmonies et où les voix se fondent. On dit qu'on ne peut pas chanter si on n'aime pas son prochain. Et nous, les chanteurs, nous remarquons aussi qu'il faut apprécier les personnes avec lesquelles on chante. Sinon, ça ne marche pas. Le chant géorgien est tellement complexe. Il est très difficile de réunir toutes ces voix différentes pour atteindre un objectif commun, une harmonie. Sans amour, ça ne peut pas fonctionner. La basse plaine de Kolchid, l'ultime vestige d'une ancienne ceinture agricole qui s'étendait à travers le continent eurasiatique au passé mythique. C'est ici, durant l'Antiquité, que Médée aurait aidé Jason et ses argonautes à trouver la toison d'or. Aujourd'hui, les buffles d'Asie prennent leurs aises dans les marais. On trouve peu de surfaces agricoles autour du parc national de Kolreti. Le climat et la terre y sont trop humides. Par ici, peu de gens sont capables de vivre de la seule agriculture. Pour les jeunes, les perspectives sont quasi inexistantes. Depuis la chute de l'Union soviétique, de nombreux Géorgiens ont donc abandonné leurs terres en quête d'un avenir meilleur. Ces deux jeunes femmes ont-elles choisi de rester? Elles sont porteuses d'espoir pour toute une région. Aujourd'hui, le lac Paljastomi leur montre toutefois un visage peu amène. On n'a pas de chance avec la météo. Le ciel est couvert et il va pleuvoir. En plus, il y a du vent et dans ce cas, le lac peut devenir dangereux. Autrefois, il faisait partie de la mer. Il y avait de l'eau salée dedans. Quand le vent souffle fort, les vagues peuvent être très hautes. Dans le pire des cas, le bateau peut même chavirer. Le lac est toujours relié à la mer par un étroit canal. Les forts vents côtiers rendent la traversée hasardeuse. Les deux jeunes femmes ont grandi ici. Elles œuvrent en faveur de la protection de l'environnement dans le parc national depuis leur enfance. Alexandra vit aujourd'hui à Tbilissi. Quand je reviens ici, je me sens vraiment chez moi. Ça fait plaisir de voir que les choses changent.
En plus, je me sens bien dans la nature. Elle me procure une sorte de calme intérieur. Pas question de sécheresse ni de déclin des forêts dans le parc national. Dans ces forêts mixtes naturelles, les pluies s'infiltrent en quantité suffisante jusqu'à la nappe phréatique. Et aucun insecte ravageur ne s'en prend aux arbres. Il existe pourtant une autre menace. Des détritus au milieu du paradis. On a encore pas mal de travail devant nous. Ces déchets ont été transportés par la rivière et quand l'eau monte, tout est rejeté ici. Bien sûr, ce sont les gens qui se débarrassent de tout ça. S'ils ne jetaient rien, on ne trouverait pas tous ces détritus. C'est nous les responsables. En bordure du parc national, un phare veille sur la ville de Poti. Amiran Kouprava a grandi dans la région. Il est l'un des plus célèbres peintres de Géorgie. Ses œuvres prennent souvent vie ici, à son endroit préféré, entre bateau et romantisme industriel. La mer fait partie de mon enfance. L'odeur de l'eau, les poissons, le bruit du port, tout ça me rappelle mes jeunes années. Il existe sans doute des endroits plus beaux, mais en tant que peintre, je trouve ici beaucoup d'inspiration. Quand je suis assis ici, face à l'horizon, c'est toute mon enfance qui ressurgit. À quelques mètres de là, se trouve l'ancien club nautique. Encore un lieu rempli de souvenirs. Alexandra, la jeune écologiste, a appris à naviguer dans le bassin portuaire. À l'époque, c'était un lieu de rencontre très apprécié. Il y avait un restaurant, c'était très animé. C'était sympa de venir ici et de faire de la voile. Aujourd'hui, il ne reste pas grand-chose. Tout est un peu sinistre. Cette époque me manque beaucoup. Alexandra vit désormais à Tbilissi et ne pratique plus que rarement la voile. Aujourd'hui, les conditions sont bonnes. On a beaucoup de vent. Mais ça fait un moment que je n'ai pas navigué avec ce bateau. Je ne sais pas trop comment ça va se passer. On verra. Amiran, le peintre, avait fini par se sentir à l'étroit en Géorgie. D'où le choix de s'exiler à Berlin pendant 20 ans. La nostalgie étant trop forte, il est revenu s'installer dans son pays. C'est normal qu'à un certain âge, on revienne là où tout a commencé. Si mes racines sont ici, pourquoi j'irai les chercher ailleurs ? La vie à l'étranger, c'est très bien, mais ce n'est plus pour moi. Ma place est ici, même si tout n'est pas parfait. Et puis, peut-être que je peux aider un peu mon pays avec mon art. Ici, on peut trouver la beauté dans un port industriel. Et naviguer entre conteneurs et grues portuaires
entre nostalgie et liberté. En bordure du parc national, les habitants mènent une existence rustique, empreinte de tradition. Ici, dans les petits villages, on vit avant tout de l'élevage. Le salaire mensuel moyen géorgien s'élève à 300 €. Peu d'argent pour beaucoup de travail. Des chevaux sauvages paissent dans les vastes étendues de la plaine de Kolchide. Dans la mythologie grecque, la Kolchide est considérée comme les confins du monde. Et devant le coucher de soleil du parc national, on comprend pourquoi. Pour pêcher dans les eaux du parc national, il faut respecter la faune. Giorgi Romeriki est là pour y veiller. Je suis très attaché au parc national. Il appartient au patrimoine mondial naturel. Nous devons tous entretenir cet écosystème et le préserver pour nos enfants. Giorgi espère faire une belle prise. Mais pour ce faire, la chance ne suffit pas. J'ai beaucoup d'expérience et je connais les meilleurs endroits. Et puis, je suis mon intuition. J'essaie de penser comme un poisson pour savoir où il pourrait se cacher. Et c'est là que je jette ma ligne. C'est tellement grand ici. Sans intuition, on s'y perdrait. Dans ces eaux s'ébattent brochets, perches, espadons, poissons-chats. Giorgi compte bien en attraper un pour son dîner. Sa mort. La prise est de belle taille. Super. Il est reparti. Ça valait le coup d'essayer. Je l'ai jeté un peu trop loin. Il a mordu et il s'est sauvé. C'est ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que les poissons ont faim puisqu'ils mordent. Peut-être pas ici, mais on va sûrement attraper quelque chose aujourd'hui. Tout le monde se connaît dans le parc national. Oleg Melois est une célébrité locale. Il s'apprête à rentrer chez lui. Les voies navigables mènent jusque dans les profondeurs insondables du parc national. Il ne porte jamais aussi bien son surnom d'Amazone géorgienne qu'ici. Après un hiver interminable, la nature s'éveille. C'est ici,
Au milieu des bois, que vit ce personnage unique. À 62 ans, Oleg est le dernier habitant du parc national. Il a grandi ici et n'a jamais quitté la maison de ses parents, ou du moins ce qu'il en reste, en compagnie de 7 chiens, 3 chats et 40 vaches. Pour lui aussi, la longue saison froide touche à sa fin. Le plus dur, c'est l'hiver. Il y a beaucoup plus de travail. J'ai du mal à trouver de quoi me nourrir, sans parler de mes animaux. L'été, c'est moins difficile. Il n'y a que les moustiques qui me font des misères. Parfois, il y a aussi quelques loups, mais ce n'est pas bien grave. Seule une pièce de sa maison en bois est encore habitable. C'est là qu'Oleg cuisine, mange et dort. Il se nourrit des légumes qu'il cultive et de son fromage. Autrefois, quand Oleg était enfant, le parc national était habité. Durant l'ère soviétique, de nombreuses familles y pratiquaient l'agriculture. C'était totalement différent avant. L'État s'occupait de nous, des fermiers et du développement de l'agriculture. L'État couvrait les dépenses. Maintenant, c'est moi qui dois tout faire. Je ne regrette pas l'ancien système, mais c'était quand même plus simple. En ce moment, un jeune homme est là pour aider Oleg. 8 veaux les attendent à l'étable. La joyeuse petite troupe doit être nourrie 2 fois par jour. Aucun vétérinaire ne fait le déplacement si l'une des bêtes tombe malade. Le trajet jusqu'au cœur du parc national est trop long. Je m'occupe moi-même de mes bêtes. Quand les veaux naissent, ils n'ont pas besoin de beaucoup d'aide. La nature veille à tout. Les animaux et la nature m'ont tout appris. Je suis aussi un peu vétérinaire. Oleg vit ici depuis plus de 60 ans et il ne s'est jamais senti seul. Ce que je préfère, c'est être seul dans la nature. Ici, c'est tellement calme. C'est l'endroit où je me sens le mieux au monde. Parfois, j'ai de la visite. Et ce que j'aime, c'est quand cette personne ressent la même chose que moi vis-à-vis de la nature. Je n'ai pas besoin de plus. Je mène une vie ordinaire. Une vie ordinaire, dans un cadre extraordinaire. Cette verdure luxuriante ne vient pas de nulle part. La région est arrosée toute l'année par des pluies généreuses. Un climat chaud et humide qui favorise la croissance de la végétation.
Sur le sol détrempé, les forêts d'aulnes, de chênes et de conifères poussent comme des champignons. La plus ancienne église de Poti marque la limite du parc national. C'est le jour de la Saint-André. Une messe est organisée en hommage au fondateur de l'Église orthodoxe. Plus de 80% des Géorgiens sont de confession chrétienne orthodoxe. Aujourd'hui, Givi et ses amis sont là pour chanter. C'est la dernière répétition avant la représentation. C'est un jour très spécial pour moi, plein d'émotions. Je suis de retour dans ma ville natale et je retrouve mes amis. Le fait qu'on soit tous réunis ici et que je puisse chanter avec eux dans cette église, ça veut dire beaucoup pour moi. Les habitants de cet écrin de nature sauvage sont bienveillants et touchants. Et le vaste parc national de Kolreti leur donne espoir en l'avenir.